L'expédition de Burke et Wills s'inscrit dans l'effervescence d'une Australie en pleine mutation, celle des années 1860, où la colonie de Victoria vit ses heures de gloire grâce à la ruée vers l'or la plus riche du monde. À cette époque, Melbourne est devenue une métropole opulente qui cherche désespérément à prouver sa maturité culturelle et scientifique face à la couronne britannique et à sa rivale, Adélaïde. Le contexte est celui d'une véritable course à la souveraineté territoriale car les colons sont installés sur les franges côtières, mais le centre du continent demeure une terre inconnue fantasmée, une page blanche sur la carte que les autorités de Victoria veulent remplir avant les autres pour faciliter l'installation du télégraphe transcontinental. Cette période est marquée par une vision impérialiste très rigide, imprégnée des théories de l'époque qui postulaient l'existence d'une mer intérieure ou de terres fertiles cachées derrière les barrières de sable. Les géographes du XIXe siècle ne se basaient pas sur de simples superstitions, mais sur des observations scientifiques qui semblaient logiques. Le premier argument était d'ordre hydrologique puisque les explorateurs avaient remarqué que plusieurs grands fleuves coulaient vers l'intérieur des terres avant de disparaître. Pour les scientifiques de l'ère victorienne, ces eaux devaient nécessairement se jeter dans un vaste bassin central. De plus, la découverte de fossiles marins dans des plaines arides renforçait l'idée que l'eau ne devait pas être loin, tandis que la théorie de la symétrie géographique laissait espérer que l'Australie posséderait ses propres grands lacs à l'image de l'Amérique du Nord. C'est dans ce climat de compétition coloniale et d'arrogance intellectuelle que la Société royale de Victoria organise l'expédition. Le 20 août 1860, le convoi quitte Melbourne sous les acclamations de 15 000 personnes dans une parade grandiose. À sa tête se trouve Robert O'Hara Burke, un officier de police d'origine irlandaise impétueux et sans aucune expérience de l'exploration, et William John Wills, un astronome brillant et méticuleux. La logistique est colossale avec 26 chameaux importés d'Inde, 28 chevaux et des tonnes de provisions, incluant une table de cèdre massive, des chaises de bureau et du sucre raffiné. Ce matériel lourd, censé démontrer la supériorité de la civilisation, s'avérera être un fardeau fatal. Dès le départ, le poids de la logistique est un frein psychologique autant que physique. Burke, dans sa hâte, avait insisté pour emporter des objets qui confinent aujourd'hui au ridicule comme des lits de camp en fer ou des instruments de relevé météorologique extrêmement fragiles et encombrants. Cette volonté de maintenir un niveau de vie britannique en plein désert a épuisé les animaux dès les premières semaines. À l'étape du ruisseau Cooper, alors que la chaleur commençait à déformer les caisses de bois et à faire éclater les barils de saumure, Burke prit la décision radicale d'abandonner une grande partie de ses vivres. Ce faisant, il jetait non seulement des calories précieuses, mais aussi les outils qui auraient pu permettre une installation plus durable, transformant sa mission en une course suicidaire. La traversée vers le nord fut un véritable enfer sensoriel. Dès qu'ils quittent leur base, le paysage se transforme en une étendue infinie de pierres sombres et tranchantes qui blessent les bêtes et épuisent les hommes. La chaleur devient leur principal ennemi, dépassant régulièrement les 45 degrés et transformant le métal de leurs instruments en brûlure au contact de la peau. Pour survivre, ils voyagent souvent de nuit sous un silence oppressant, guidés par les étoiles que Wills consigne scrupuleusement. Obsédé par la discipline et craignant d'être devancé par d'autres explorateurs, Burke refuse de s'arrêter pour chasser ou cueillir, consommant leur maigre ration au milieu d'une terre qui regorgeait pourtant de ressources pour qui savait l'observer. Arrivé au ruisseau Cooper, Burke s'impatiente et décide de diviser le groupe. Il prend Wills, King et Gray pour foncer vers le nord avec un minimum de provisions, laissant William Bragg au camp de base avec l'ordre de les attendre 3 mois. Lorsqu'ils atteignent enfin les plaines tropicales du Queensland, l'humidité étouffante et les nuages d'insectes rendent chaque instant insupportable. Ils parviennent aux abords du golfe de Carpentarie en février 1871, mais les marécages impénétrables de la mangrove les empêchent de voir l'océan. Le retour est une agonie car la saison des pluies transforme le sol en une boue collante qui emprisonne les bêtes. Affamés, ils sacrifient leur propre monture dont leur dernier chameau. À ce stade, la traversée n'est plus une mission scientifique mais une dérive psychologique. Will s'écrie alors avec une lucidité effrayante sur sa propre dégradation physique, tandis que Burke sombre dans une paranoïa silencieuse. Le drame culmine le 21 avril 1861. Burke, Wills et King arrivent au camp de base à bout de force pour découvrir que Bragg est reparti 9 heures plus tôt, pensant qu'ils étaient morts. Bragg avait enterré des vivres au pied d'un arbre devenu célèbre sous le nom de l'arbre à creuser avec un message. Par une ironie tragique, Burke et ses hommes sont trop faibles pour rattraper le convoi qui n'est qu'à quelques kilomètres. Pire encore, Burke choisit de tenter de rejoindre une ferme d'élevage vers le sud au lieu d'attendre au camp. Lorsqu'il revient brièvement sur ses pas quelques jours plus tard, Bragg ne remarque pas les nouveaux signaux laissés par Burke et repart définitivement. Cette absence de communication visuelle, alors qu'une simple branche cassée aurait suffi, est ce qui a condamné les 2 hommes. En arrière-plan, la relation avec les peuples autochtones est au point mort, marquée par un mépris colonial systématique. Burke et Wills refusent d'abord l'aide des habitants locaux par orgueil,
ignorant que leur salut réside dans le savoir millénaire de ces populations sur la gestion de l'eau et la récolte d'une fougère locale appelée nardou. Burke et Wills meurent de faim et d'épuisement fin juin 1861. Ils mouraient paradoxalement l'estomac plein car cette fougère contient une substance qui détruit les vitamines dans le corps si elle n'est pas préparée selon un rituel précis. Seul John King survit en acceptant finalement l'hospitalité des indigènes qui le nourrissent de graines et de poissons jusqu'à l'arrivée des secours en septembre. King finit par comprendre que le mépris est un luxe de mourant et il se laisse adopter par la tribu, apprenant à trouver l'eau dans les racines des arbres. La mort de Burke et Wills les transforme en martyrs de la cause impériale, célébrés pour leur ténacité face à l'immensité sauvage. Cependant, l'histoire retient surtout le choc frontal entre une puissance coloniale sûre de sa technologie et la réalité brute d'un continent qu'elle ne savait pas lire. L'expédition a prouvé l'inexistence de la mer intérieure, mais elle a surtout mis en lumière l'échec tragique d'un commandement déconnecté de son environnement, là où le simple fait d'écouter les populations locales aurait pu changer le cours de l'histoire. L'héritage de cette tragédie a radicalement changé la manière dont les futurs explorateurs ont abordé l'Australie, avec moins de faste, plus de mobilité et surtout un respect vital pour le savoir des peuples originaires.